Parlons placement, on s'intéresse au marché financier dans cette première séquence. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, car des questions, j'imagine que vous en avez. On a plein de sujets sur la table, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Brexit, l'Italie, les gilets jaunes. Tout cela a bien sûr des conséquences sur les marchés financiers. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. On a, depuis la dernière émission, perdu 5% encore sur le CAC, 4750 points ce soir. Ça va s'arrêter bientôt ? On l'espère. Moins de 10% depuis le début de l'année. Moins 10%. Mauvaise année boursière sur le CAC. Oui, effectivement. On peut considérer que l'année est presque finie sur les marchés. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un rallye boursier d'ici la fin de l'année. Et elle restera marquée par le rouge et un peu sur toutes les classes d'actifs, d'ailleurs, pas simplement sur le CAC 40, mais également sur l'obligataire, sur d'autres classes d'actifs. C'est une mauvaise année pour les marchés financiers. Avec beaucoup de contingences politiques, la géopolitique a eu son rôle. Oui, et c'est ça qui est marquant pour cette année, parce que c'est assez rare que les marchés financiers chutent alors qu'il y a de la croissance. Il y a 10 ans, on était en crise, on pouvait comprendre que le CAC 40 perde 40%. Là, il n'a pas perdu 40%, mais on est encore en croissance. Le monde est en croissance de plus de 3,5, 3,7, 3,9%. Alors, on va revenir sur les dossiers économiques après, mais sur la partie politique, déjà pour commencer, déjà ce bras de fer États-Unis-Chine. Alors, sur le bras de fer, il y a eu, depuis notre dernière émission, plutôt une bonne avancée dans ce dossier, puisqu'il y a eu un accord de principe, une trêve annoncée entre les deux pays, qui se donne 3 mois pour négocier, sans s'envoyer des tweets à la figure. Vous voyez de qui je parle, je pense. C'est signé. Et pourtant, en fait, il a envoyé des tweets, mais cette fois colorés différemment. C'est dire en fait que le ton s'apaise énormément en fait sur ce dossier-là. Et souvent, on a vu cette stratégie de la part de Donald Trump, un côté très grande gueule, si vous me passez l'expression, pour commencer. Et puis après, finalement, on se tape dans le dos. On l'a vu avec le Canada, le Mexique. La Chine, ça pourrait ou la Corée aussi, la Corée du Nord, dans notre domaine, tout à fait. Il parle fort, il tape du poing sur la table, il met une pression d'enfer sur son interlocuteur. Et il obtient des résultats. Il obtient des résultats. Il n'a plus d'autre choix, son interlocuteur, que d'accepter des compromis. Et c'est ce qui est en train de se passer. La Chine a déjà annoncé des efforts importants d'ouverture de sociétés étrangères. Alors c'est le cas d'ailleurs, il y a eu des dossiers concrets, des investissements faits par des entreprises, pour le coup européennes, dont AXA, qui investit. Et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire avec une majorité du capital dans des entreprises chinoises. Ils ouvrent un peu plus l'économie chinoise. C'est ce qu'attendait la première économie mondiale, c'est ce qu'attendait Trump. Bon, donc ça va mieux du côté guerre commerciale sino-américaine. Ici en Europe, on a le Brexit, ça se rapproche à vitesse grand V et ça ne s'améliore pas vraiment la situation de cette pauvre Theresa May. Non, c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est le poste que personne n'envie. Personne ne veut sa place. Personne ne sait comment se dépatouiller de cette situation. Est-ce qu'il va y avoir un deal ? Est-ce qu'il y a une solution d'ailleurs ? Il n'y a peut-être pas de solution. Là, le choix en fait pour les Britanniques, c'est est-ce qu'il vaut mieux sortir de l'Europe sans deal ou sortir avec deal ? De toute façon, ils sortiront le 29 mars. C'est ce que dit Theresa May. Mon deal est peut-être imparfait, mais il est mieux que no deal, pas de deal. Voilà, c'est sûr que le deal ne leur convient pas parfaitement, mais le no deal est catastrophique sur le plan économique et même sur le plan politique, je pense. Alors certains, comme Tony Blair, appellent à revoter. Vous y croyez, ça, un nouveau référendum à quelques semaines de l'échéance ? Non, j'y crois absolument pas. En fait, il reste trop peu de temps pour organiser un référendum d'ici le 29 mars. Et je ne vois pas comment on pourrait présenter un nouveau référendum sur un sujet qui a déjà été tranché il y a près de 2 ans. Bon, donc là, ça reste un dossier à surveiller, qui peut créer encore des turbulences, surtout si on s'acheminait vers un no deal. Là, ça créerait des grosses tensions avec... sur les marchés n'aimeront pas ça. Déjà, je pense qu'ils l'ont en tête aujourd'hui. C'est un scénario qui se dessine. C'est pas encore pricé dans la livre ? Non, probablement pas complètement. En fait, il y a toujours l'espoir que les hommes politiques, les femmes politiques se réveillent en Grande-Bretagne. C'est pas impossible qu'au dernier moment, ils se disent il vaut mieux qu'on signe un mauvais accord. On verra comment ça va évoluer, mais ça, c'est vraiment le dossier à surveiller. L'Italie. L'Italie s'avance dans le bon sens. On en parle un petit peu moins, finalement, du coup, depuis les Gilets jaunes. Quand on n'en parle pas, c'est que ça va bien. C'est vrai.
Ça va mieux. En fait, ils sont pas loin d'un accord. Ils étaient sur le plan de signer un accord. La Commission européenne leur demande un petit effort supplémentaire, mais ils sont vraiment pas loin. Ils ont fait de gros efforts. Ils ont présenté un déficit de 2%. On est un petit peu plus en France, je vous rappelle. On va être au-dessus de 3%. On va être près de 3,2% depuis les annonces depuis, c'est Macron. presque les bons élèves de la classe, non? Ou est-ce qu'il y a encore des lunettes différentes selon qu'on regarde en deçà ou au-delà des Alpes? Non. Alors, du côté italien, effectivement, ils l'ont très mauvaise, le fait qu'on présente, nous, un budget dégradé. Mais si on est plus rationnel, il y a deux raisons qui expliquent que la France puisse avoir un déficit supérieur. D'abord, nous, on a une dette qui est bien inférieure à celle de l'Italie. 100%. On est à 100 contre 120. 130. Ouais, 130. C'est quand même pas pareil. Et puis, ensuite, nous, dans les 3,2%, il y a un élément qui est ponctuel, qui est la transformation du CICE en baisse des marges, c'est à peu près 0,9%. Donc 3,2 moins 0,9, on aura un déficit structurel qui serait plus proche de 2,3%. Donc on n'est pas très loin du budget présenté par les Italiens. Bon, cet épisode Gilets jaunes, ça aura des stigmates sur les marchés, sur l'économie? Alors ça en a eu un petit peu, effectivement, puisque on a bien vu qu'il y a un impact sur la croissance, sur l'économie réelle. Ça, tout le monde peut le constater de manière qualitative. On va voir ce que la Banque de France va sortir comme chiffre, mais si on regarde précisément, il semblerait que la croissance sur le mois de décembre serait négative. Sur le seul mois de décembre, peut-être que globalement, comme elle présente une croissance sur un trimestre entier, peut-être qu'elle sera quand même positive. On parle de plus 0,2, ça va mais se c'est quand même sur très marqué. 2019, sur le premier trimestre 2019 ou pas? Ou c'est perdu? Alors, c'est pas sûr que la consommation soit reportée. Les achats de Noël, on les fera pas le 15 février. Sauf si on fête le Noël russe. Tout à fait. Jusqu'au 7 janvier, je crois. Mais il y a un impact positif en fait dans cette crise pour l'économie française. C'est qu'on était dans une situation déjà où le pouvoir d'achat était en hausse pour 2019. Il était attendu en hausse. Et là, il va encore plus progresser. Il va être sur un niveau qui va être quand même assez confortable. On parle sur le plan macroéconomique d'une hausse du pouvoir d'achat de plus de 2% maintenant, de 2,5%. Donc il pourrait y avoir un effet positif gilet jaune. Il y aura un effet positif des gilets jaunes. On peut pour ça les remercier parce que ça va booster la croissance, en tout cas sur 2019. Et effectivement, la question est de savoir est-ce que ça va se prolonger au-delà, ça c'est moins sûr. Parce que si on revient au dossier économique, on sent quand même des signes de ralentissement un petit peu partout qui se manifestent de plus en plus. Oui, et c'est bien ça d'ailleurs qui explique que malgré les événements politiques positifs, la bourse, elle, continue à broyer du noir. C'est que l'économie a montré de réels signes de ralentissement. Alors, on n'est pas en récession, ni en Europe, ni dans le reste du monde, mais il y a deux zones en fait qui inquiètent pour l'instant les marchés. C'est l'Europe et la Chine. Dans les deux cas, il y a eu des chiffres qui n'étaient pas très bien orientés et qui montraient qu'il y avait un ralentissement un peu plus fort que prévu. Alors justement, une remarque qui nous parvient, l'INSEE qui annonce une croissance pour le quatrième trimestre de sans doute 0,2% contre 0,4% initialement prévu, donc coupé en deux. Oui, l'impact est clairement significatif. Sur un mois de mobilisation, un mois de mouvement, il y a un impact de 0,2 de croissance, peut-être un petit peu plus. C'est matériel, oui. Bon. Donc, votre scénario, c'est la fin du cycle, c'est normal, on va avoir une économie qui va ralentir et des marchés qui vont continuer finalement à s'inquiéter? Non, je ne perçois pas la fin du cycle, bien que le cycle soit long, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Je pense que c'est lié aux événements qu'on a connus cette année. La guerre commerciale a fait des dégâts, alors plus en Europe, en Chine qu'aux États-Unis. S'il y avait un accord majeur, un accord important, cela pourrait redonner de la confiance aux entreprises et leur donner de nouveau le goût d'investir. Et c'est bien ça qui fait défaut. Quand on regarde par exemple la production industrielle, elle baisse un petit peu, mais dans les enquêtes, c'est surtout les perspectives qui baissent. Le moral des entrepreneurs, des entreprises qui baissent et qui plombent la croissance. Quand ils n'ont pas le moral, ils n'investissent plus. Bien sûr. Et donc ça plombe la croissance. Il faut qu'il y ait un choc de confiance qui pourrait arriver pas un accord, mais à condition qu'il soit significatif, qu'il soit vraiment majeur pour l'économie mondiale, pour le commerce international. Donc 2019, vous êtes plutôt optimiste, vous voyez un rebond des marchés financiers? Oui, parce que je pense qu'on touche un point bas sur la croissance. Si il y a effectivement un accord... Là, on parle de croissance mondiale?
On parle de croissance mondiale, et donc en particulier en Europe et en Chine. Les États-Unis vont ralentir un petit peu, mais c'est normal. Si la croissance s'avère un petit peu meilleure que prévu, ce que je crois, les marchés repartiront parce que leurs inquiétudes vont s'estomper. Merci Jonathan pour toutes ces explications. On se retrouve en janvier pour voir comment tout cela évolue. Et on enchaîne tout de suite par notre séquence Bon plan placement.